En 1953, un Belge de 27 ans monta sur la scène du Grand Ole Opry à Nashville, Tennessee. Il s'appelait Bobbejaan Schoepen. Il venait d'un petit village flamand. Il yodilisait comme personne en Europe. Et ce soir-là, le public américain se leva pour l'applaudir. Premier Belge à fouler cette scène légendaire. Premier Européen à être accueilli dans cette cathédrale de la musique country américaine comme l'un des siens. En Belgique, la nouvelle circula, dans certains milieux. Mais la RTBF, la radio publique francophone belge, ne diffusa pas ces chansons. Pas ce soir-là, pas la semaine suivante, pas pendant des décennies. Des documents d'archives révèlent aujourd'hui ce qui se passa en coulisses. Les mots sont froids, administratifs, définitifs. Sa musique était jugée trop régionale, non représentative de la culture belge. Un homme que Nashville acclamait était invisible sur les ondes de son propre pays. Était-ce du mépris de classe, un conflit linguistique camouflé en jugement artistique? Un ordre politique venu d'en haut pour marginaliser la culture flamande populaire? Ou les trois à la fois, dans ce pays qui a toujours eu le génie de faire de la discrimination un art administratif? 5 personnes savaient ce qui s'était passé. 5 personnes qui avaient vu les décisions se prendre, les portes se fermer, les ondes se taire. Elles se turent pendant longtemps. Certaines se taisent encore. Mais les archives parlent, et ce qu'elles disent mérite d'être entendu. Pour Bobbejaan Schoepen, pour la Belgique qui l'a célébrée en dehors et ignorait chez elle, et pour la vérité sur ce que culture nationale a parfois voulu dire dans ce pays. Toujours. Mais pour comprendre ce qui arriva, il faut commencer par comprendre qui était Bobbejaan Schoepen. Pas l'image publique, pas le personnage de scène, l'homme. Modest Jan Schoepen naquit le 16 août 1925 à Boel, une commune de la province d'Anvers, en Flandre. Fils de famille modeste, enfance simple, dans ce tissu serré de la vie flamande villageoise, où la musique était partout, et le rêve d'ailleurs toujours présent. Dès l'adolescence, Bobbejaan, surnom qui allait devenir son seul nom public, développa une capacité vocale rare, le yodel. Cette technique alpine, qui fait basculer la voix entre registres de poitrine et de tête, avec une rapidité et une précision stupéfiantes. Un art que très peu maîtrisent vraiment, et qu'il porta à un niveau d'excellence qui allait intriguer, puis séduire, des professionnels sur 2 continents. Dans les années 40, il fit ses premières armes dans les cafés-concerts, les salles de fête, les kermesses flamandes. Le public populaire l'aimait immédiatement. Il avait ce don des artistes qui touchent les gens simplement. Pas par condescendance, mais par une forme de sincérité qui ne se simule pas. Puis vint l'après-guerre, et avec lui, une curiosité nouvelle pour la musique américaine. Le jazz, la country. Ces sons qui arrivaient par les ondes des soldats GI encore présents sur le sol européen, par les disques qui circulaient dans les marchés, par un appétit de modernité qui était aussi un appétit de liberté après les années d'occupation. Bobbejaan entendit le Grand Ole Opry pour la première fois sur une radio américaine. Et quelque chose en lui reconnut quelque chose. Le yodel. Il y en avait là-bas aussi. Pas tout à fait le même, mais la même idée. La même façon de faire voyager la voix, de la libérer de ses contraintes ordinaires. Il décida d'y aller. En 1953, à une époque où traverser l'Atlantique représentait encore une aventure, pas une commodité, Bobbejaan Schoepen se rendit à Nashville. 5 personnes connurent de près cette histoire. 5 témoins de ce qui allait devenir un paradoxe belge extraordinaire. La première était Jeanne, une administratrice de la RTBF qui travaillait à la programmation musicale. Elle vit passer les mémos, elle sut ce qui se décidait, et elle garda le silence pendant 40 ans. Le deuxième était Henri, un journaliste musical bruxellois qui couvrit les années 60 et 70 pour plusieurs publications. Il avait des contacts à la radio publique. Il savait ce qui se passait en coulisses. La troisième était Maria,
une collaboratrice proche de Bob et Yann pendant plusieurs années de sa carrière. Elle gérait les relations avec les médias, elle avait essuyé les refus, elle les avait comptés. Le quatrième était Dirk, un musicologue qui commença à documenter l'histoire de la musique populaire belge dans les années 90. Il trouva les archives, il lut les mots. Et la cinquième était Sophie, la fille d'un fonctionnaire de la RTBF qui avait entendu son père parler de certaines décisions et qui porta ce savoir comme un malaise pendant des décennies. Ces 5 personnes savaient, chacune à leur façon, chacune avec leur part de la vérité, et chacune, pour des raisons différentes, avait choisi le silence. Toujours. Nashville, 1953. Pour comprendre ce que cela signifiait, il faut comprendre ce qu'était le Grand Ole Opry. Ce n'était pas simplement un lieu de concert, c'était une institution. Une émission de radio fondée en 1925, la même année que la naissance de Bob et Jan, diffusée en direct depuis Nashville et écoutée par des millions d'Américains. Être invité à se produire au Grand Ole Opry, c'était recevoir un passeport pour la légitimité musicale en Amérique du Nord. Les plus grands y étaient passés. Hank Williams, Patsy Cline, Roy Acuff. Les noms qui avaient défini ce qu'était la country music dans la conscience populaire américaine. Et en 1953, un Flamand de 27 ans, avec son accent européen et son yodel d'exception, fut invité à monter sur cette scène. Les producteurs américains avaient entendu des enregistrements, avaient été frappés par la technique, avaient reconnu quelque chose de rare, quelque chose qui méritait d'être présenté à leur public. Bob et Yann se produisit, et le public répondit. Henry, le journaliste bruxellois, avait des contacts à Nashville, par l'intermédiaire d'un réseau de correspondants musicaux européens. « J'ai su par un collègue américain ce qui s'était passé », dit-il. La performance avait été un vrai succès. Les gens dans la salle n'étaient pas venus voir un curiosité exotique, ils avaient vu un artiste, et ils l'avaient reçu comme tel. J'ai écrit un papier, pour le journal où je travaillais à l'époque, pas un grand article, quelques colonnes. Et j'ai voulu en parler à la radio, faire une petite chronique. Et là, le premier refus. Pas dramatique, pas explicite, juste un désintérêt. Une façon de dire « ce n'est pas pour nous ». Ce premier refus, Henry ne l'oublia pas, parce qu'il était suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Je compris assez vite qu'il y avait quelque chose de systématique. Ce n'était pas que ces chansons ne plaisaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas soumises, pas envoyées, pas proposées. On ne refusait pas Bob et Jan, on faisait comme s'ils n'existaient pas. Maria, la collaboratrice, connaissait le mécanisme de l'intérieur. Quand on essayait de placer ces chansons à la RTBF, la réponse était toujours la même. Pas une vraie réponse, une non-réponse. Ce n'est pas le style que nous cherchons en ce moment. Nous avons déjà beaucoup de titres similaires en programmation. La musique ne correspond pas à nos grilles actuelles. Des formules, des polissages administratifs. Mais le fond était clair. Ces chansons n'avaient pas leur place sur la radio publique francophone. Point. Jeanne, l'administratrice, était celle qui avait le mieux vu le rouage interne. « Il y avait des réunions de programmation », dit-elle. Des discussions sur ce qui allait passer en antenne et ce qui ne passait pas. Et quand le nom de Bob et Jan était mentionné, et il était mentionné, parce que son succès en Flandre était indéniable et son passage à Nashville était connu, la réaction dans la salle était caractéristique. Un certain sourire, condescendant, pas méchant même, juste certain de lui. La façon dont on sourit quand quelqu'un mentionne quelque chose qui n'est manifestement pas à sa place. Et puis le passage à autre chose. Personne ne disait jamais explicitement « Nous ne passerons pas Bob et Jan parce qu'il est flamand ». Personne n'était assez honnête pour ça. Mais le message était clair pour tout le monde dans la salle. Dirk, le musicologue, mit des mots plus précis sur ce mécanisme quand il l'étudia des décennies plus tard. Ce qui se passait à la RTBF avec Bob et Jan était représentatif d'un rapport de force culturelle beaucoup plus large, expliqua-t-il. La Belgique francophone avait, dans ces années-là, une vision très particulière de ce qu'était la culture belge.
Et dans cette vision, la culture populaire flamande n'entrait tout simplement pas. Ce n'était pas une politique affichée, c'était une série de jugements individuels qui convergeaient vers le même résultat. Un accord tacite sur ce qui méritait d'exister dans l'espace public francophone. Et Bob et Yann, avec ses yodels, sa country, son accent, son public des kermesses, ne méritaient pas, selon ces critères-là. Toujours. Pour comprendre ce rapport de force culturelle, il faut comprendre la Belgique des années 50 et 60, et ce que signifiait être flamand dans ce pays à cette époque. La Belgique avait été construite, depuis son indépendance en 1830, autour d'une hégémonie francophone. Le français était la langue de l'élite, de l'administration, de la culture légitime. Le flamand, le néerlandais parlé en Flandre, était la langue des classes populaires, des campagnes, des gens qui travaillaient de leurs mains. Cette hiérarchie était absolue et elle était intégrée. Pas comme une vérité proclamée, comme une évidence qui n'avait pas besoin d'être proclamée. Les Flamands qui voulaient s'élever socialement apprenaient le français. Les artistes flamands qui voulaient être reconnus cherchaient une validation francophone. Les institutions culturelles, et la radio publique en était une, fonctionnaient selon des codes qui étaient fondamentalement francophones dans leur définition de ce qui comptait. Henri avait grandi dans ce système. Il en connaissait les règles. Il y avait une hiérarchie très claire dans le milieu musical bruxellois, dit-il. En haut, la musique classique. Ensuite, la chanson française dite de qualité. Brel, Brassens, les artistes qui avaient la reconnaissance parisienne. Puis, très loin en dessous, la musique populaire flamande. Les chansons de kermesse, la country, le yodel. Ce n'était pas de la haine, c'était de l'indifférence teintée de mépris. Ce qui est peut-être pire. Parce que la haine, on peut la combattre. L'indifférence, elle se contente de ne pas vous voir. Jeanne décrit ce qu'elle observa dans les mémos internes. Il y avait une formule qui revenait. Trop régional. C'est le mot qui était utilisé. En apparence, cela semblait neutre, technique, un jugement sur la portée géographique du public potentiel. Mais dans la réalité de la Belgique de cette époque, régional avait un sens très particulier. Ça voulait dire flamand. Ça voulait dire pas pour nous. Ça voulait dire une culture autre, inférieure par définition à ce que nous produisons. Et non représentatif de la culture belge, cette formule-là aussi je l'ai vue dans des documents. Elle me heurtait. Parce que Bob et Yann étaient belges, profondément belges. Et son succès international était un succès belge. Mais dans le cadre mental de la RTBF de l'époque, belge signifiait Belgique francophone. Le reste n'était pas tout à fait comptabilisé. Maria avait vécu cette logique dans ses négociations. Je me souviens d'une conversation avec un responsable de la programmation. Je lui avais apporté des coupures de presse américaine, des articles qui parlaient de Bob et Jan, du succès à Nashville, des critiques élogieuses. Il les regarda, les parcourut, et il dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est très bien pour l'Amérique, mais ce n'est pas ce que nos auditeurs attendent. Nos auditeurs. Comme si les auditeurs flamands de la RTBF n'existaient pas. Comme s'ils n'étaient pas inclus dans le « nous ». Je ne répondis pas. Qu'aurais-je pu dire? Sophie avait entendu son père parler de ces questions à la maison. Son père, fonctionnaire de la RTBF, n'était pas une figure importante de l'institution, mais il avait ses oreilles ouvertes. « Il me disait qu'il y avait des tensions, » dit-elle. Pas autour de Bob et Yann spécifiquement, mais autour de la question générale, quelle est la place de la Flandre dans une radio publique belge francophone? Et la réponse implicite, dans les couloirs, était « pas beaucoup. Pas si ça dérange la cohérence de notre programmation. » Mon père n'était pas d'accord. Il le disait à la maison, mais il ne le disait pas au bureau. Parce que dire ça au bureau, ça avait des conséquences. Ça voulait dire être mis à part, être vu comme quelqu'un qui ne comprend pas les codes. Et personne ne voulait ça. Dirk, en étudiant les archives,
trouva quelque chose d'encore plus précis. Il y avait des listes, dit-il. Pas des listes officielles, pas des listes signées et tamponnées avec artistes interdits. Ce n'était pas ça. C'était plutôt des habitudes documentées, des pratiques qui se répétaient, des notes de programmatrice qui disaient « pas adapté à notre ligne éditoriale », des emails internes qui passaient le nom sous silence, un silence organisé. C'est la meilleure façon de le décrire. Pas une censure déclarée, un oubli systématique. Et l'oubli systématique est plus difficile à combattre que la censure, parce qu'on ne peut pas contester un oubli. On ne peut pas aller devant un tribunal et dire « vous avez oublié ». C'est légal l'oubli, c'est même confortable. Toujours. Mais pendant que la RTBF pratiquait son oubli systématique, que se passait-il pour Bob et Jan? Il continua. C'est la réponse simple. Il continua à travailler, à performer, à développer sa carrière. Et en Flandre, son public ne se trompait pas sur lui. Dans les salles flamandes, les fêtes populaires, les événements familiaux, Bob Jan était une star. Authentiquement aimé, authentiquement présent dans la vie des gens. Le paradoxe belge dans toute son absurdité, un artiste que Nashville acclamait, que la Flandre adorait, était invisible sur les ondes de la moitié de son propre pays. Mais ce paradoxe avait des conséquences concrètes, pas seulement symboliques. L'accès à la radio publique francophone, en Belgique des années 50 aux années 80, n'était pas accessoire. C'était une condition d'existence culturelle à l'échelle nationale. Si vous passez sur la RTBF, vous existez en Belgique. Si vous ne passez pas, vous existez en Flandre. Et exister en Flandre seulement, dans le contexte de cette époque, signifiait rester dans la catégorie de ce qui était régional, local, pas vraiment important à l'échelle du pays. Maria explique les conséquences commerciales. Les maisons de disques regardaient la radio publique. Les producteurs de spectacles regardaient la radio publique. Les journalistes regardaient la radio publique. Si vous n'y passez pas, les opportunités qui en découlent ne viennent pas. Les tournées nationales, les contrats importants, la couverture presse dans les journaux francophones. Bob et Jan avaient une belle carrière, mais une belle carrière divisée. En Flandre, star. En Wallonie et à Bruxelles, inconnu, ou presque. Et cette division, elle n'était pas naturelle. Elle était produite, fabriquée par un refus systématique de lui donner de la visibilité. Henri observait cela avec une frustration croissante. Je couvrais la musique populaire pour plusieurs journaux et magazines, et j'avais un problème récurrent. Quand je parlais de Bob et Jan à mes confrères francophones, à mes rédacteurs en chef, il y avait une incompréhension. Mais qui sait? Pourquoi c'est important? Notre lectorat connaît cet artiste? Et la réponse honnête était non. Précisément parce qu'on ne lui avait jamais donné de visibilité. C'était circulaire. L'absence de couverture justifiait l'absence de couverture. Et personne ne voulait rompre le cercle. Dirk formula cela en termes structurels. Il y a un concept en sociologie de la culture qu'on appelle la consécration, expliqua-t-il. La consécration, c'est le processus par lequel une œuvre ou un artiste devient officiellement reconnu, légitime, digne d'attention sérieuse. La consécration en Belgique francophone, pour un artiste populaire, passait par la RTBF. C'était le gardien du temple. Si vous n'étiez pas consacré par la RTBF, vous pouviez être adulé par des millions de personnes. Vous n'étiez pas consacré. Bob Jan ne fut jamais consacré dans l'espace culturel francophone belge, et donc, pour une large partie de la population de son propre pays, il n'existait pas vraiment. Il était une rumeur, un nom vaguement entendu. Pendant des décennies. Sophie formula ce qu'elle avait compris progressivement. Quand j'étais petite, j'entendais le nom de Bob Jan à la maison. Mon père en parlait. Il disait « c'est quelqu'un de grand, un vrai artiste ». Mais à l'école, en Bruxelles, personne ne savait qui c'était. Pas les professeurs, pas les camarades. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que mon père le connaissait par son travail à la RTBF. Il avait vu passer les demandes, les refus. Il savait. Mais mes camarades
n'avait pour référence que ce qui passait à la radio, et Bobbejaan ne passait pas à la radio. Alors il n'existait pas pour eux. Jeanne revient sur ce qu'elle appelle la mécanique du silence. Ce qui me frappe avec le recul, c'est à quel point tout cela fonctionnait sans qu'il soit besoin de le décider explicitement. Personne ne se réunissait le lundi matin pour dire « Voilà les artistes flamands que nous allons exclure cette semaine ». Ça n'existait pas. C'était plus subtil. C'était une série de micro-décisions individuelles, chacune paraissant raisonnable en elle-même, qui convergeaient vers un résultat qui, vu de l'extérieur, ressemblait à une politique. Et comme ça n'était jamais une politique officielle, ça n'était jamais contestable officiellement. C'est le génie de ce type de discrimination. Elle est invisible parce qu'elle est distribuée. Personne n'en est responsable. Et donc tout le monde peut continuer. Ce mécanisme, Dirk le trouva documenté dans des archives avec une précision qui le laissa sans voix. Il y avait une note de service de 1962, dit-il, interne, jamais destinée à être publiée. Elle parlait des critères de sélection musicale pour la grille de programmation. Et dans la liste des critères, il y avait ceci. Adéquation avec le profil culturel de l'auditeur francophone cultivé. L'auditeur francophone cultivé. Voilà les talons. Voilà la mesure de tout. Et dans cette définition, quelle place pour la country belge? Pour le yodel flamand? Pour un artiste issu des kermesses populaires? Aucune. Structurellement aucune. Pas parce que quelqu'un le voulait, mais parce que le cadre lui-même l'excluait. Toujours. Il est temps de parler du mot que personne à la RTBF ne prononçait. Le mot que les 5 témoins utilisent chacun différemment. Le mot qui se cache derrière les formules administratives. Censure. Dirk insiste sur la précision. Ce n'était pas de la censure au sens classique. Pas d'interdiction officielle, pas de liste noire signée par un directeur. Mais si vous définissez la censure comme un mécanisme systématique par lequel certaines voix sont exclues de l'espace public, sans transparence, sans recours, sans justification honnête, alors oui. Ce qui s'est passé avec Bobbejaan à la RTBF, c'était de la censure. Une censure molle, une censure confortable, une censure qui pouvait toujours se défendre en invoquant des choix artistiques ou des contraintes de programmation. Mais le résultat était le même qu'une censure dure. La voix ne passe pas. Henri voit les choses à travers le prisme du journalisme. Dans mon métier, on distingue 2 types de silence. Le silence par omission. On ne dit pas quelque chose parce qu'on a oublié ou parce qu'on n'a pas jugé ça important. Et le silence structurel. On ne dit pas quelque chose parce que le système dans lequel on travaille rend ce silence naturel, attendu, confortable. Le silence de la RTBF sur Bobbejaan était structurel. Ce n'était pas que personne n'y pensait, c'est que le système ne créait pas les conditions pour qu'on y pense. Et le silence structurel est le plus difficile à briser. Parce qu'il ne ressemble pas à un choix. Il ressemble à l'ordre naturel des choses. Maria a une façon très concrète d'illustrer le mécanisme. Si vous regardez les grilles de programmation de la RTBF de ces années-là, je l'ai fait en cherchant des archives personnelles. Vous ne trouvez pas de trou. Pas d'espace vide marqué « Bobbejaan, refusé ». Vous trouvez des programmes pleins, de la musique française, des artistes belges francophones, des importations américaines dans les catégories jugées acceptables, le jazz, le rock dans certains cas. La plénitude est la meilleure preuve du silence. Il n'y a pas de manque visible. Il y a juste une absence qui n'est jamais nommée parce qu'elle n'est jamais perçue comme un manque. Jeanne formule quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Ce qui me pèse le plus quand j'y repense aujourd'hui, c'est que j'aurais pu faire quelque chose. Pas grand-chose, je n'étais pas décideur, mais j'aurais pu mettre une note, soulever une question dans une réunion, dire « Mais attendez, nous avons là un artiste belge qui a été accueilli au Grand Ole Opry, et nous faisons comme s'il n'existait pas. Est-ce vraiment notre rôle ?
Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais évalué les risques, parce que j'avais compris que soulever cette question, c'était être catalogué d'une certaine façon, être vu comme quelqu'un qui ne comprend pas les codes, quelqu'un de difficile. Et je ne voulais pas être difficile. Je voulais faire mon travail, avancer dans ma carrière. Alors je me tue. Et je le regrette. Sophie, qui n'avait aucun rôle dans l'institution, porte un regret différent. Je regrette de ne pas avoir posé plus de questions à mon père. Il en savait plus que ce qu'il me disait. Et quand je voulais l'interroger plus précisément, il devenait vague. Ce sont des questions compliquées, tu ne peux pas comprendre, c'était une autre époque. Les gens de sa génération avaient appris à compartimenter. Ce qu'on sait au bureau reste au bureau. Ce qu'on dit à la maison ne sort pas de la maison. Et tout ce savoir, tout ce témoignage potentiel, s'est éteint avec lui. Il est mort en 2003, avant que les archives deviennent accessibles, avant que quelqu'un comme Dirk commence à documenter systématiquement. Ce que je sais vient de ses mots à lui, et ces mots ne sont plus là pour être vérifiés ou complétés. Dirk a une pensée pour tous les témoignages perdus. C'est le drame de l'histoire orale dans les institutions. Les gens qui savent le plus sont aussi les plus liés par des loyautés professionnelles, des silences contractuels, des cultures du secret. Ils gardent le silence pendant qu'ils travaillent. Ils gardent le silence par habitude après. Et quand ils meurent, ils emportent ce qu'ils savaient. Ce qui reste dans les archives, c'est ce que les institutions ont choisi de conserver. Et les institutions ne conservent pas ce qui les condamne. Alors on reconstitue, avec des fragments, des notes de service, des correspondances, des indices dans ce qui est dit et dans ce qui n'est pas dit. Et on essaie de rendre justice à ce qui s'est passé, même imparfaitement. Toujours. Parlons de ce que Bob et Jan représentaient. Au-delà de sa carrière individuelle, au-delà du paradoxe personnel d'un artiste acclamé à Nashville et ignoré à Bruxelles, ce qu'il représentait, c'était une question fondamentale sur l'identité culturelle belge. Une question que le pays avait toujours eu du mal à poser honnêtement. Qu'est-ce que la culture belge? Est-ce la chanson française de qualité? Les grandes institutions culturelles bruxelloises? Les artistes qui avaient la reconnaissance de Paris? Ou est-ce aussi, pas à la place, le yodel flamand, la musique populaire des kermesses, les artistes qui faisaient danser les gens le samedi soir dans les villages d'Anvers et de Gand? La RTBF avait choisi sa réponse, et sa réponse était la première, pas la seconde. Henri avait passé des années à observer cette tension. La Belgique est un pays qui a toujours eu du mal avec sa diversité culturelle interne, dit-il. Pas de la même façon que d'autres pays ont du mal avec leur diversité, d'une façon particulière. Le problème belge n'était pas que les deux communautés se haïssaient, c'est qu'une communauté se pensait comme la norme, et l'autre comme la variante. Et dans cette logique, la culture flamande populaire n'était pas considérée comme une alternative légitime. Elle était considérée comme une sous-culture, folklorique, locale, pas sérieuse. Et Bob Jan incarnait exactement cette sous-culture, avec son yodel, sa country, son public populaire. Son succès américain était gênant d'ailleurs. Il contredisait la hiérarchie implicite. Comment peut-on dire que c'est de la sous-culture si Nashville vous invite? Cette contradiction, la RTBF préférait ne pas la soulever. Maria voit dans la trajectoire de Bob Jan quelque chose d'exemplaire pour la culture flamande en général. Bob Jan était un symptôme, dit-elle. Pas un cas isolé. Combien d'autres artistes flamands populaires ont subi la même chose, ont été ignorés par la presse et la radio francophone, ont été cantonnés à leur public régional alors qu'ils méritaient une reconnaissance nationale. Le problème avec Bob Jan, c'est que son cas est documentable. Nashville, c'est une preuve objective. On ne peut pas dire que Nashville avait tort. On ne peut pas argumenter que son talent n'était pas réel. Alors la question devient inévitable. Si son talent était réel, pourquoi était-il invisible à la RTBF?
Et la seule réponse honnête, c'est parce qu'il était flamand et populaire. Et ces deux qualificatifs ensemble constituaient une disqualification. Dirk apporte la perspective historiographique. Ce qui s'est passé avec Bobbejaan s'inscrit dans un phénomène qu'on observe dans beaucoup de pays à cette époque. La radio publique comme instrument de construction d'une identité nationale. En France, l'ORTF construisait l'identité culturelle française. En Grande-Bretagne, la BBC construisait l'identité culturelle britannique. En Belgique, la RTBF construisait... quoi exactement? Elle construisait une identité culturelle belge, qui était en réalité une identité culturelle francophone belge. Et dans cette construction, la Flandre était au mieux exotique, au pire inexistante. Bobbejaan est la preuve vivante de cette construction et de ses limites. Il est la preuve que l'identité nationale belge, telle que la RTBF la définissait, excluait une partie substantielle de la population belge. Jeanne est directe sur ce point. Je travaillais pour une radio publique. Public, ça veut dire qui appartient à tous, financé par les impôts de tous, chargé de servir le public dans sa diversité. Et nous ne servions pas la diversité du public belge. Nous servions une partie du public belge, la partie francophone. Et même dans la partie francophone, la partie cultivée, urbaine, avec des références culturelles parisiennes. C'était une trahison de notre mission de service public. Je savais à l'époque, au fond, mais je ne le nommais pas ainsi. Maintenant, je peux le dire. C'était une trahison. Et Bobbejaan en était l'une des victimes les plus claires. Sophie formule ce qu'elle pense avoir compris de l'enfance de cette injustice. Mon père disait qu'il y avait de la peur là-dedans. Pas de la haine, de la peur. La peur de quoi? La peur que si on donnait trop de place à la culture flamande populaire, quelque chose changerait? L'équilibre, les hiérarchies, la façon dont les choses étaient organisées. Et les gens qui avaient une place confortable dans cet équilibre ne voulaient pas qu'il change. Ce n'était pas conscient, ce n'était pas un complot, c'était de la résistance naturelle au changement, de la protection instinctive de ce qu'on connaît. Mais le résultat pour Bobbejaan était le même que si ça avait été conscient. Et le résultat pour la culture flamande populaire était le même. Toujours. Et Bobbejaan lui-même, que savait-il de tout cela? Comment vivait-il ce silence institutionnel? C'est la question qui mérite d'être posée. Parce que la réponse est plus nuancée qu'on pourrait l'imaginer. Maria, qui travailla directement avec lui, est la mieux placée pour y répondre. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il n'était pas naïf, il comprenait le paysage médiatique belge. Il comprenait ce que signifiait le silence de la RTBF. Mais il avait une façon de gérer ça qui m'a toujours frappé. Il ne s'y arrêtait pas longtemps. Il aurait pu passer sa vie à être en colère contre ça, à essayer de forcer les portes, à faire des déclarations publiques sur la discrimination culturelle. Il ne le fit pas, ou presque pas. Sa stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, c'était peut-être plus profond que ça, était de continuer à faire ce qu'il savait faire, performer, créer, donner à son public ce qu'il attendait, et laisser le reste aux autres. Henri avait interviewé Bobbejaan à plusieurs reprises, et il avait noté cette même qualité. Il y avait chez lui une sérénité sur cette question qui me semblait parfois être de la résignation, et parfois être quelque chose de plus fort que la résignation. Une fois, il me dit quelque chose que je n'ai pas oublié. On parlait justement de la RTBF, de la visibilité dans les médias francophones. Il dit « Mon public est là. Je le vois. Je le touche. Je l'entends applaudir. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus ?» Ce n'était pas de la résignation. C'était une forme de sagesse. La sagesse de quelqu'un qui avait compris que la reconnaissance institutionnelle et la connexion réelle avec le public sont deux choses différentes. Et qu'il avait la deuxième, ce qui n'est pas rien. Dirk nuance cette vision. Il faut faire attention à ne pas faire de Bobbejaan un saint, un homme au-dessus des blessures. Ce serait lui rendre mauvais service.
La blessure était là. La frustration était là. Il avait construit quelque chose d'extraordinaire. Il avait une reconnaissance internationale que peu d'artistes belges pouvaient se targuer. Et dans son propre pays, une partie entière du paysage médiatique faisait comme s'il n'existait pas. Ça fait quelque chose. Ça fait forcément quelque chose. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a choisi de ne pas laisser cette blessure définir ce qu'il était. Il a refusé d'être la victime de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est admirable. Mais ne minimisons pas ce que c'était. Jeanne réfléchit à ce que cela aurait signifié pour lui de savoir ce qui se passait dans les couloirs. Si Bobeyan avait pu lire la note de service de 62, s'il avait entendu les conversations des réunions de programmation, je pense que ça l'aurait blessé différemment. Pas à cause du résultat. Le résultat, il le connaissait déjà. Mais à cause du langage. À cause de ce mot « régional ». À cause de la définition de « l'auditeur francophone cultivé » qui l'excluait par construction. Il y a une différence entre savoir qu'on est ignoré et voir écrit, en termes administratifs, la raison pour laquelle on est ignoré. La deuxième est plus blessante, parce qu'elle dit « ce n'est pas un oubli, c'est un système. Et dans ce système, tu n'as pas ta place. » Sophie pense à ce que son père lui a dit de Bobeyan comme personne. Mon père avait une forme d'admiration pour lui. Pas de la pitié, de l'admiration. Il disait « cet homme a réussi à garder sa dignité dans une situation où beaucoup d'autres auraient soit capitulé, en essayant de plaire aux décideurs francophones, en lissant son style, en abandonnant son identité, soit explosé de colère. Bobejan ne fit ni l'un ni l'autre. Il resta ce qu'il était, et il continua. Et mon père pensait que c'était la forme de résistance la plus solide, pas la plus spectaculaire, mais la plus solide. Mais la question de ce que ce silence institutionnel a coûté à sa carrière reste entière. Maria est précise. Ce qu'il a perdu, concrètement, c'est la possibilité d'être reconnu comme une figure nationale belge, pas flamande, nationale. Il aurait pu être ça. Il avait le talent, il avait la reconnaissance internationale, il avait le public. Ce qui lui manquait, c'était la validation institutionnelle dans la moitié francophone du pays. Et sans cette validation, il ne pouvait pas être une figure nationale belge. Il était condamné à rester une figure nationale flamande, ce qui est déjà quelque chose, mais ce n'est pas la même chose. Et cette différence, elle a des conséquences sur comment on parle de lui dans les livres d'histoire, comment on l'enseigne, comment on se souvient de lui, ou comment on ne se souvient pas de lui. Henri résume ce paradoxe avec amertume. Un homme qui fut le premier Belge à se produire au Grand Ole Opry. Un fait historique objectif. Une première mondiale pour son pays. Et la moitié de ce pays ne le sait pas, n'a jamais su, parce que la radio publique, qui aurait dû le crier sur les toits, préféra le silence. C'est une honte, je n'ai pas d'autre mot. Toujours. Bobejan vécut jusqu'au 23 décembre 2010. Il avait 85 ans. Il est mort dans son pays. Celui qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Mais les dernières décennies de sa vie avaient vu quelque chose changer. Pas entièrement, pas avec la correction honnête que le passé aurait mérité, mais changer quand même. La Belgique des années 90 et 2000 était un pays différent de celui des années 50 et 60. Le mouvement flamand avait transformé l'équilibre des forces. La Flandre était devenue économiquement dominante. Les réformes institutionnelles avaient redistribué le pouvoir entre les communautés. Et dans ce contexte nouveau, la culture flamande populaire avait une légitimité différente. Pas totale, pas encore, mais différente. Maria vit ce changement se produire dans la façon dont on parlait de Bobeyan. Dans les années 90, j'ai commencé à entendre son nom mentionné différemment, avec plus de respect, dans des contextes où il n'aurait pas été mentionné 20 ans plus tôt. Pas à la RTBF, pas tout de suite, mais dans la presse, dans certains milieux culturels bruxellois. Une reconnaissance tardive,
presque gêné parfois, comme si on réalisait soudainement qu'on avait raté quelque chose. Ce n'était pas de la justice, c'était de la révision tardive, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Henri observa la même chose avec une ironie tranquille. Il y a un moment dans la vie de certaines injustices où elles deviennent tellement manifestes que même ceux qui les avaient commises commencent à les corriger. Pas parce qu'ils ont changé, parce que l'environnement a changé et qu'il est devenu coûteux de maintenir la position originale. La RTBF, à partir d'un certain moment, commença à parler de Bob et Jan. Pas suffisamment, pas avec la profondeur historique qu'aurait mérité 50 ans de silence. Mais elle commença. Et il y avait quelque chose de légèrement grotesque dans ça. De voir une institution qu'il avait ignorée pendant des décennies, soudainement le découvrir. Comme si les archives n'existaient pas. Comme si l'histoire pouvait être réécrite en passant quelques émissions tardives. Dirk est le plus précis sur la question de la mémoire institutionnelle. Les institutions ont une capacité extraordinaire à incorporer des pages nouvelles sans jamais tourner les anciennes, dit-il. À parler de quelqu'un comme si elle l'avait toujours soutenu, comme si le passé était différent de ce qu'il était. Ce phénomène a un nom en sociologie. On parle de réécriture rétrospective. La relecture du passé à la lumière du présent, qui efface ce qui est gênant. La RTBF a fait ça avec Bob et Jan. Et elle peut se le permettre, parce que les archives qui prouvent le silence ne sont pas facilement accessibles. Parce que les témoins qui ont vu les coulisses sont âgés ou morts. Parce que l'histoire officielle se construit sur ce qui est dit, pas sur ce qui a été tu. Jeanne est consciente d'être elle-même une pièce de ce puzzle historique. Je suis l'une des personnes qui peuvent dire ce que j'ai vu, avec ma propre voix, pas à travers des archives, pas à travers des intermédiaires. Et je le fais maintenant, tardivement, avec la culpabilité de ce qui a été tu trop longtemps. Mais je le fais, parce que Bob Jan est mort, et ceux qui l'ont ignoré sont en train de le réhabiliter sans jamais reconnaître l'avoir ignoré. Et ça, c'est une injustice supplémentaire. Peut-être plus petite que l'original, mais une injustice quand même. Sophie réfléchit à ce que son père aurait pensé de cette réhabilitation tardive. Il aurait été content que Bob Eyon soit reconnu, dit-elle. Il aimait cet artiste. Il aurait voulu qu'il soit honoré. Mais il aurait aussi été en colère contre la façon dont ça se fait. Cette manière de réhabiliter sans reconnaître, de célébrer sans s'excuser. Il aurait dit « c'est bien, mais ce n'est pas suffisant ». L'honnêteté exigerait aussi de dire « nous avons eu tort pendant 50 ans. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi, et nous le reconnaissons ». Cette honnêteté-là, elle n'est jamais venue, et elle ne viendra probablement jamais. Les institutions n'ont pas d'âme, elles n'éprouvent pas le honte, et elles n'offrent des excuses que quand le coût de ne pas le faire est supérieur au coût de le faire. Ce seuil n'a pas encore été atteint pour la RTBF et Bob Eyon. Peut-être qu'il le sera un jour. Toujours. Il y a une dimension de cette histoire qu'on n'a pas encore abordée directement. La dimension politique. Parce que le silence de la RTBF sur Bob Jan ne se passa pas dans un vacuum. Il se passa dans une Belgique traversée depuis ses origines par des tensions linguistiques et politiques qui avaient des implications concrètes sur tout, y compris sur ce qui passait à la radio publique. Henri, qui avait couvert la politique belge autant que la musique, est direct sur ce point. Dans les années 50 et 60, les questions linguistiques en Belgique n'étaient pas des questions culturelles abstraites. C'étaient des questions politiques, des questions de pouvoir. Qui contrôlait l'administration? Qui avait accès aux postes importants? Qui définissait la culture légitime? Ces questions étaient toutes liées. Et la réponse, jusqu'aux réformes institutionnelles des années 70 et 80, était systématiquement en faveur de la Belgique francophone. Pas par complot, par structure. La RTBF était une institution publique. Et les institutions publiques belges de cette époque reflétaient les rapports de force politiques de cette époque. Quand la RTBF ignorait Bob Jan,
Elle ne prenait pas une décision artistique indépendante de la politique. Elle prenait une décision qui était cohérente avec les priorités culturelles d'une certaine Belgique. La Belgique francophone et ses alliés. Dirk approfondit l'analyse. Il y avait à cette époque en Belgique quelque chose qu'on peut appeler un projet culturel francophone. Pas un programme officiel, pas une charte signée par des ministres, mais un ensemble de pratiques convergentes. L'objectif implicite de ce projet était de faire de la Belgique francophone le cœur de la Belgique, de faire de la culture francophone la culture belge par défaut. Et dans ce projet, les médias publics jouaient un rôle crucial, la radio notamment. Parce que la radio, dans ces décennies, était l'institution culturelle la plus directement présente dans la vie quotidienne des gens. Ce que la radio diffuse, c'est ce qui existe. Ce qu'elle ne diffuse pas, c'est ce qui est marginal. Cette équation simple avait des conséquences politiques énormes. Maria a une anecdote qui illustre la connexion entre politique et programmation. J'ai eu connaissance, par des contacts indirects, d'une conversation qui aurait eu lieu dans les années 60 entre un responsable de la RTBF et un fonctionnaire du ministère de la Culture. Je ne peux pas citer mes sources avec précision, mais la substance de ce qui m'a été rapporté était la suivante. Il y avait une attente implicite que la RTBF contribue à consolider l'unité culturelle de la Belgique. Et unité culturelle de la Belgique, dans ce contexte, voulait dire prééminence de la culture francophone. Ce n'était pas un ordre, c'était une orientation, un « il serait bien que ». Et dans les institutions, les « il serait bien que » venant d'en haut ont force de loi. Jeanne confirme l'existence de ce type de pression implicite. Il y avait une conscience dans les couloirs de la RTBF d'une mission politique. Pas déclarée comme telle, mais présente. La radio publique était perçue, et se percevait elle-même, comme un outil de la Belgique francophone. Pas de la Belgique tout entière, de la Belgique francophone. Et dans ce cadre, la question n'était pas « est-ce que Bob et Jan est un bon artiste ?» La question était « est-ce que Bob et Jan sert le projet culturel que nous incarnons ?» Et la réponse était non. Pas parce qu'il était mauvais, parce qu'il était autre chose. Et autre chose ne servait pas le projet. Sophie, dont le père n'avait pas de rôle politique dans l'institution, est plus nuancée. Mon père n'était pas politiquement motivé. Ce n'était pas le profil des gens comme lui. Mais il observait. Et ce qu'il observait, c'est que les décisions de programmation n'étaient jamais purement artistiques. Il y avait toujours une dimension de « à qui ça plaît en haut ». En haut pouvait signifier la direction de la RTBF, ou des politiques, ou des personnalités culturelles influentes dans la sphère francophone. Et ces décideurs informels avaient leur goût, leur catégorie, leurs préférences. Et la culture flamande populaire n'en faisait pas partie. Ce n'était pas de l'idéologie au sens fort, c'était du goût de classe, ce qui est peut-être plus difficile à combattre encore. Henri réfléchit aux conséquences à long terme de cette politisation de la programmation. Ce que la RTBF fit avec Bob et Jan, et avec d'autres artistes dans sa situation, eut des effets durables sur la façon dont les deux communautés belges se perçurent mutuellement. Si vous êtes flamand et que vous réalisez que la radio publique de votre pays fait systématiquement comme si votre culture n'existait pas, qu'est-ce que ça vous apprend sur votre pays ? Ça vous apprend que votre pays n'est pas vraiment le vôtre, que c'est le pays de quelqu'un d'autre, et vous y êtes toléré, pas pleinement inclus. Ce sentiment contribua, sur plusieurs décennies, à nourrir le mouvement flamand. L'idée que la Flandre devait prendre elle-même ses affaires en main parce que la Belgique ne le ferait pas. Le silence de la RTBF sur Bob et Jan n'est qu'une note de bas de page dans cette histoire. Mais c'est une note révélatrice, toujours. Revenons maintenant à Nashville. Parce que Nashville mérite d'être regardé de plus près. Pas comme un symbole, comme une réalité. Qu'est-ce que cela signifiait, en 1953,
d'être accueilli au Grand Ole Opry. Il faut comprendre que le Grand Ole Opry n'était pas simplement populaire. Il était populaire dans un pays où populaire avait une signification différente de ce qu'il avait en Europe francophone. Aux États-Unis des années 50, la culture populaire n'était pas perçue comme culturellement inférieure à la culture savante. Pas partout, pas de la même façon. Il y avait des hiérarchies, bien sûr, mais la musique country, la musique de l'Amérique rurale et ouvrière, avait une légitimité qui lui était propre. Elle n'avait pas besoin de la validation du monde académique ou des élites urbaines pour exister dignement. Et quand les professionnels du Grand Ole Opry invitèrent Bob et Jeanne, ils le firent parce qu'ils entendirent quelqu'un qui maîtrisait un art. Pas un art européen étrange, un art qu'ils reconnaissaient comme proche du leur. Le yodel avait des cousins dans la tradition country américaine, et Bob et Jan l'exécutaient à un niveau qui forçait le respect. Henry réfléchit à ce paradoxe. Un artiste flamand arrive à Nashville. Des professionnels américains de la musique country l'entendent et disent « Voilà quelqu'un qui sait faire. Invitez-le sur notre scène. » Et des décideurs belges francophones, à Bruxelles, entendent parler de ça et disent implicitement « Pas pour nous ». Ce paradoxe dit tout sur les hiérarchies culturelles de l'époque. Les Américains jugeaient sur le talent. Les Bruxellois jugeaient sur le code culturel de l'artiste. Pour les Américains, Bob et Jan était un artiste de qualité. Pour une certaine Bruxelles, il était un artiste de la mauvaise classe, de la mauvaise provenance. Maria développe cette comparaison. Ce qui frappait Bob et Jan, et ce qu'il mentionnait parfois avec une sorte d'ironie tranquille, c'est la différence d'accueil selon les pays. En Amérique, en Allemagne, en Suisse, dans les pays où le yodel avait une tradition reconnue ou une curiosité positive, il était accueilli comme un artiste. Son talent était le critère. En Belgique francophone, dans les espaces où les codes culturels parisiens dominaient, il était traité comme un représentant d'une sous-culture. Sa provenance était le critère. Et il comprenait la différence. Il ne l'exprimait pas souvent, mais il la comprenait. Dirk donne un éclairage comparatif. Ce que vécut Bob et Jan avec la RTBF, d'autres artistes populaires venus de régions culturellement dévalorisées le vécurent dans d'autres pays. En France, des artistes régionaux, bretons, occitans, alsaciens, furent traités de façon similaire par l'ORTF. Régionaux, folkloriques, pas représentatifs de la France. C'est un phénomène européen des années 50 et 60, les radios publiques nationales construisant des identités nationales centralisées et homogènes, au détriment des diversités régionales. Bob et Jan est le cas belge de ce phénomène, un cas particulièrement documentable grâce à l'existence des archives que j'ai pu consulter. Jeanne, à la fin de cette réflexion, propose une image. Je pense souvent à ce que ça représentait concrètement. Bob et Jan rentre de Nashville. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a représenté son pays sur une scène mondiale. Il rentre en Belgique, et la radio publique belge francophone ne parle pas de lui, ou à peine. Imaginez revenir d'une telle expérience, avec cette reconnaissance internationale, et trouver chez vous un silence. Pas de la honte, pas d'excuses, juste rien. Juste le silence poli de quelqu'un qui n'a pas envie de s'expliquer. Je pense que ce silence dit quelque chose sur ce que la Belgique était et sur ce qu'elle est parfois encore. Sophie termine cette réflexion sur Nashville par une observation personnelle. J'ai grandi à Bruxelles. J'ai reçu une éducation culturelle francophone. Le Grand Ole Opry n'existait pas dans mon univers de référence. J'ai découvert Bob et Jan par mon père. Et j'ai découvert Nashville par Bob et Jan, pas l'inverse. Si la RTBF avait fait son travail, si elle avait dit « Regardez, un Belge est allé là-bas et les Américains ont été impressionnés », j'aurais peut-être eu une vision plus large de ce qu'était la culture, de ce que pouvait être un artiste belge. Au lieu de ça, j'ai grandi avec une vision étroite, une vision qui ne laissait pas de place pour Bob et Jan. Et c'est une perte, pas seulement pour lui, pour moi aussi. Toujours.
Que restait-il, aujourd'hui, de tout cela? La question mérite d'être posée sans illusion, parce que les réponses sont à la fois encourageantes et décevantes. Bobbejaan Schoepen est reconnu maintenant comme une figure importante de la culture belge. Il y a des articles sur lui, des documentaires, des hommages. Dans les deux communautés, avec des degrés différents d'enthousiasme, son passage au Grand Ole Opry est mentionné. C'est une note dans les livres d'histoire musicale. Mais le silence de la RTBF, la systématicité de l'exclusion, les mémos internes, la note de service de 62 avec ses critères d'exclusion implicites, ces éléments ne font pas partie du récit public. Et c'est précisément le problème que Dirk formule avec sa précision habituelle. On peut honorer une victime d'injustice sans reconnaître l'injustice. C'est même la façon la plus confortable de procéder. Vous célébrez l'artiste, vous produisez une émission sur sa carrière, vous évoquez son passage à Nashville avec admiration. Et vous ne mentionnez pas que pendant des décennies, votre propre institution contribua à maintenir son invisibilité dans une moitié du pays. C'est une façon de clore la question sans l'avoir posée. Henri est amer, mais réaliste. Je n'attendais pas d'excuses formelles. Ce serait utopique. Les institutions ne s'excusent pas, sauf quand elles y sont contraintes par un rapport de force extérieure. Ce que j'aurais voulu voir, c'est une honnêteté. Un documentaire qui dit « Voici ce qui s'est passé, voici les archives, voici comment le silence était organisé, et voici ce que ça révèle sur nous. » Ce documentaire n'a pas été fait. Je ne pense pas qu'il le sera, pas par la RTBF elle-même. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'autoprotection institutionnelle, normale, prévisible et insuffisante. Maria pense à Bobbejaan lui-même, à ce qu'il aurait voulu. Je ne pense pas qu'il aurait voulu des excuses. Ce n'était pas dans sa nature. Mais je pense qu'il aurait voulu que les jeunes Belges, Flamands et Wallons, sachent ce qui s'était passé. Pas pour être en colère, pour comprendre. Pour comprendre que l'histoire de leur pays n'est pas linéaire, qu'elle est faite de décisions, de silences, d'injustices petites et grandes qui ont des conséquences durables. Et que comprendre ça, c'est être mieux équipé pour construire quelque chose de différent. Jeanne pense à sa propre contribution et à ses limites. Je parle maintenant, tardivement, avec toutes les réserves que ça implique sur ma propre mémoire, sur la précision de mes souvenirs. Mais je parle, et j'espère que ce que je dis rejoint d'autres témoignages, d'autres documents, d'autres fragments de la vérité. Parce que la vérité sur ce qui s'est passé, elle n'est pas dans un seul dossier, elle est dans plusieurs endroits. Elle doit être reconstituée. Et reconstituer quelque chose d'aussi difficile à regarder que sa propre histoire institutionnelle, ça demande du courage. Je ne sais pas si la RTBF a ce courage aujourd'hui, mais je sais que des individus l'ont, et que ces individus peuvent maintenir le récit vivant. Sophie pense à sa transmission à ses propres enfants. J'ai parlé de Bobbejaan à mes enfants, et je leur ai parlé du silence. Pas pour les rendre en colère contre une institution, mais pour leur apprendre à poser des questions. Quand une institution culturelle dit « Voici ce qui est important, voici ce qui représente votre culture, voici ce qui mérite d'être entendu », demandez « Qui est exclu ? Qui ne se retrouve pas là-dedans ? Et pourquoi ?» Parce que les silences organisés ne disparaissent pas, ils se transforment, ils prennent de nouvelles formes. Mais la logique reste la même. Et le seul antidote, c'est d'apprendre à les voir. Dirk conclut par une pensée pour les archives. Les archives de la RTBF existent. Une partie est accessible, une partie est encore fermée. Ce que j'y ai trouvé donne une image partielle, mais significative. Je continue à chercher d'autres documents, d'autres mémos, d'autres preuves du mécanisme. Pas pour condamner des individus, la plupart sont morts. Certains étaient eux-mêmes prisonniers d'un système qu'ils n'avaient pas construit. Mais pour rendre l'histoire exacte, pour que ce qui s'est passé soit dans le registre, définitivement, sans possibilité d'effacement.
Parce que l'histoire exacte est la seule forme de justice disponible pour les injustices du passé. Et Bobbejaan mérite cette justice. Toujours. Pour finir, il faut revenir à la scène de 1953. Parce que cette scène, le soir du Grand Ole Opry, a quelque chose d'essentiel. Un homme de 27 ans, un village flamand dans ses origines, une voix qui traversait les octaves avec une aisance stupéfiante, et un public américain qui se leva pour l'applaudir. Qu'est-ce que ce public américain entendait ce soir-là? Il entendait un talent, un artisanat, quelque chose de rare dans la façon dont cet homme habitait sa voix et sa présence scénique. Mais il entendait aussi quelque chose de plus difficile à nommer, une authenticité, une façon d'être là entièrement, sans s'excuser d'être ce qu'on est, sans lisser les aspérités pour plaire à une définition extérieure de ce qui compte. Bobbejaan était flamand, et populaire, et yodéliste. Et il monta sur cette scène comme tout cela à la fois. Pas en dépit de ses caractéristiques, avec elle. Et le public américain reconnut ça. Reconnut la dignité de l'artiste qui ne se cache pas. Henri pense souvent à ce moment. Il y a quelque chose de symboliquement magnifique dans cette image. Un Flamand acclamé à Nashville, dans les mêmes années où les institutions de son propre pays le méprisaient. Le monde extérieur voyait ce que les siens ne voulaient pas voir, ou ne voulaient pas reconnaître. C'est une histoire vieille comme l'humanité. Le prophète qui n'est pas reconnu dans son propre pays. Mais dans le cas de Bobbejaan, ce n'était pas une malédiction du destin. C'était le produit de choix institutionnels. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il est possible de porter un jugement moral. Maria pense à la transmission de cette histoire. Ce qui me tient à cœur, c'est que la jeune génération belge, francophone, flamande, les deux, comprennent ce que cela signifie. Comprennent que des décisions prises dans des réunions ordinaires, avec des formules administratives banales, peuvent avoir des effets profonds sur des vies et sur des cultures. Comprennent que le silence organisé n'est pas neutre, qu'il a un coût, qu'il a des victimes. Et que Bobbejaan Schuppen est la preuve que la grandeur peut exister là où les institutions refusent de la voir. Elle existe quand même. Elle existait. Et elle continuera d'exister chaque fois qu'un artiste choisit d'être pleinement ce qu'il est face à un public qui a la sagesse de le reconnaître. Dirk, en conclusion, formule ce qui reste à faire. L'histoire de Bobbejaan et de la RTBF n'est pas close. Elle est ouverte. Elle attend encore sa reconnaissance complète. Des archives restent à ouvrir, des témoignages restent à recueillir. Des connexions restent à établir entre ce cas particulier et le contexte politique et culturel plus large dans lequel il s'inscrit. Ce travail, je continuerai à le faire. D'autres le feront après moi. Parce que l'histoire d'un pays, ça s'écrit dans la durée. Et les silences d'une génération peuvent être brisés par la curiosité de la suivante. C'est ma consolation et mon moteur. Jeanne, pour conclure, revient à ce qu'elle a vu de ses propres yeux. J'ai vu les mémos. J'ai été dans les réunions. J'ai entendu les mots « trop régional »,« non représentatif », prononcés avec cette assurance de ceux qui ne doutent pas de leur propre catégorie. Et j'aurais pu parler, j'aurais dû parler. Je parle maintenant, en espérant que ça compte encore. Et en espérant que Bobbejaan, où qu'il soit, sait que tout n'a pas été oublié. Que le silence de la RTBF n'a pas eu le dernier mot. Que sa voix, celle qu'il porta jusqu'à Nashville et au-delà, est encore là. Encore entendue. Encore comptée. Pour Bobbejaan Schuppen, pour sa voix qui traversa l'Atlantique quand les ondes de son propre pays lui étaient fermées, pour les 5 témoins qui portèrent le savoir de ce silence, et pour la Belgique qui mérite de se regarder avec honnêteté, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Toujours. Mais il y a encore quelque chose à dire. Quelque chose qui concerne l'avenir plutôt que le passé. Parce que cette histoire n'est pas seulement une histoire sur Bobbejaan, c'est une histoire sur un mécanisme.
Et ce mécanisme existe encore. Pas de la même façon. Le paysage médiatique belge a radicalement changé depuis les années 50 et 60. La RTBF d'aujourd'hui n'est pas la RTBF de 1953. Les réformes institutionnelles ont transformé les équilibres. Mais les questions qui se posaient avec Bob et Yann se posent encore, sous d'autres formes, avec d'autres noms. Henri le formule clairement. Le mécanisme d'exclusion culturelle ne disparaît pas. Il se déplace. Il se réinvente. Dans les années 50, c'étaient les artistes flamands populaires qui étaient marginalisés par une certaine définition de la culture légitime. Aujourd'hui, les questions se posent différemment. Quels artistes issus de l'immigration belge passent sur les grandes scènes institutionnelles? Quelle musique venue des quartiers populaires de Bruxelles ou de Liège reçoit la validation des institutions culturelles? Les réponses à ces questions dessinent les hiérarchies culturelles de notre époque. Elles indiquent qui est trop régional aujourd'hui, qui est non représentatif par les nouvelles définitions. Et si on comprend ce que ces catégories signifièrent pour Bob et Yann, on comprend mieux ce qu'elles signifient pour d'autres aujourd'hui. Dirk développe la dimension méthodologique. Ce que le cas Bob et Yann enseigne aux chercheurs et aux citoyens, c'est la nécessité de questionner les absences. Dans une archive, dans une grille de programmation, dans un corpus culturel, les absences sont aussi informatives que les présences, peut-être plus. Qui est absent? Pourquoi? Par quel mécanisme? Ces questions sont les bonnes questions. Et elles demandent un effort. Il est plus facile de commenter ce qui est là. L'absence, il faut aller la chercher. Mais c'est dans les absences que se lit l'histoire du pouvoir. Et Bob et Yann est une leçon vivante de ce principe. Maria pense à ce que les artistes belges d'aujourd'hui peuvent apprendre de cette histoire. Si vous êtes une artiste belge, quelle que soit votre communauté, et que vous sentez que les portes ne s'ouvrent pas pour vous, que vous êtes jugé selon des critères qui ont plus à voir avec votre origine qu'avec votre talent, sachez que vous n'êtes pas le premier. Bob et Yann a vécu ça, et il a continué. Il a construit une carrière magnifique en dehors des espaces qui le rejetaient. Et en Flandre, il a trouvé un public qui l'aimait vraiment. Ce n'est pas une solution parfaite. L'idéal, c'est une société où le talent est reconnu partout, pas seulement dans les espaces qui lui sont déjà acquis. Mais c'est un exemple de résistance, de dignité maintenue, d'art préservé malgré les obstacles. Et ça vaut quelque chose. Jeanne pense à ce que signifie travailler dans une institution culturelle publique et ce que cela exige. Si vous travaillez dans les médias publics, dans les institutions culturelles financées par l'argent de tous, vous avez une responsabilité. Pas seulement de faire un bon travail au sens technique, mais de vous demander qui est absent de nos antennes, qui n'a pas de place dans notre définition de la culture, et de vous demander pourquoi. Et si ce pourquoi est un vrai pourquoi artistique ou un pourquoi qui cache quelque chose d'autre. Ce questionnement, il doit être régulier, institutionnalisé, pas laissé à la bonne volonté individuelle. Parce que la bonne volonté individuelle, comme j'en suis le parfait exemple, ne suffit pas. La bonne volonté sans courage produit le silence. Et le silence, on sait ce qu'il fait. Sophie adresse sa conclusion aux plus jeunes. Posez des questions sur les absences. Dans votre éducation musicale, dans vos cours d'histoire, dans ce qui passe à la radio et à la télévision, et dans les médias que vous consommez. Demandez qui n'est pas là, et pourquoi. Pas pour être en colère systématiquement contre tout, mais pour comprendre. Pour comprendre que ce que vous voyez comme la culture est une sélection, et que toute sélection a une logique, et que cette logique dit quelque chose sur qui a le pouvoir de décider. Bob et Yann n'avait pas ce pouvoir. Il ne pouvait pas décider qui passait à la radio. Il pouvait seulement décider de continuer à faire ce qu'il aimait, ce qu'il fit. Et c'est pour ça qu'on parle encore de lui. Pour Bob et Yann Schoepen, premier Belge du Grand Ole Opry,
invisible sur les ondes de la RTBF pendant des décennies. Pour les 5 témoins de cette injustice silencieuse, Jeanne, Henri, Maria, Dirk, Sophie. Pour les archives qui parlent quand les hommes préfèrent se taire. Et pour la question qui ne vieillit pas, qui décide ce qui mérite d'exister dans l'espace public? Et sur quelle légitimité? La réponse de la RTBF, pendant des décennies, fut « nous ». La réponse de Nashville, en 1953, fut différente. Et entre ces deux réponses, il y avait Bobbe Jan, qui choisit chaque jour de continuer à chanter, toujours.